Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous entendez, c'est vrai? Ça va? C'est très bizarre Ouais. ce son. Oui, non? Vous parliez fort. Hein. Non, non, alors ça va mieux là. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, Ouais. plus près encore? Ou peut-être un autre. Allô. Oui, bonjour. Ça y est, ça. Bonjour, donc nous allons vous présenter aujourd'hui les problématiques de la fonction d'achat en GHT, avec les enjeux, la nouvelle donne, les process, les outils. Donc je me présente, Raphaël Ruano, responsable du programme phare au ministère de la Santé. Et donc j'ai avec moi deux collègues régionaux. Donc il y a M. Stéphane Perrier, qui est pharmacien et directeur adjoint des achats au CHU de Nantes. Et M. Vincent Hureau, qui est également pharmacien en charge de groupement régional d'achat. Donc je pense qu'on peut aborder un panel de problématiques assez large et on répondra à vos questions dans la deuxième moitié de l'intervention. Voilà. Donc tout d'abord un rappel du programme phare et en particulier les résultats de l'année dernière, parce qu'il faut quand même souligner que la communauté des acheteurs hospitaliers a engrangé des gains à un niveau extrêmement satisfaisant, puisque complètement en phase par rapport aux objectifs, qui étaient de 420 millions d'euros pour l'année 2015, et donc ils ont atteint un niveau de 424 millions d'euros, donc une progression significative qui démontre bien la mobilisation de tous les acteurs. C'est quand même très important. Au-delà du chiffre, je pense qu'il faut souligner que la mobilisation a été beaucoup plus large que les années précédentes. Il y a 550 établissements qui ont remonté ces gains, donc qui sont complètement en phase avec la démarche. C'est important. À souligner également qu'au-delà de la part des achats mutualisés, il y a une part d'achat en propre qui est significative, puisqu'elle se situe sur les 424 millions d'euros à 301 millions d'euros. Donc ça, c'est un point qui est très important, avec de notre côté, comme toujours, un accompagnement fort au niveau des outillages et en particulier des états de structuration de ces gains. Donc une progression régulière, assez supérieure aux années précédentes, et en phase avec le plan d'économie Ondam triennal. Voilà ce que je voulais vous dire absolument en introduction, et remercier la communauté des acheteurs hospitaliers pour leur contribution. Alors j'en passe directement au sujet strictement de la fonction achat GHT. Alors on a devant nous, évidemment dès d'ailleurs cette année, un contexte extrêmement évolutif, puisqu'il y a un environnement essentiellement à 3 niveaux qui est lourd. Évidemment, au premier chef, il y a les sujets qui touchent la fonction achat GHT. Et là-dessus, il y a eu une phase en ce début d'année de cadrage réglementaire au niveau du décret d'application de la loi, des documents d'accompagnement qui ont été élaborés. Et on voit bien que cette réforme se situe complètement dans un souci de continuité opérationnelle. Et c'est là un des enjeux extrêmement forts. Donc, extrêmement fort. Alors, un élément extrêmement structurant et significatif de la fonction achat GHT, c'est évidemment la nécessité d'intégrer l'ensemble des établissements qui ont des cultures différentes, qui ont des processus différents, un historique lourd ou moindre dans le domaine des achats. Donc, c'est en soi un sujet, la fonction achat GHT, bien sûr. Mais ce n'est pas le seul, puisque dans l'écosystème de la fonction achat GHT, il y a une évolution également significative des opérateurs d'achat mutualisés. Aussi bien des opérateurs régionaux, et on devra accompagner la montée en charge, que nationaux, qui, comme vous le savez sans doute, ont un positionnement qui va évoluer, et ce qui implique de repenser les modes d'interaction entre ces opérateurs et les acteurs des établissements. Évidemment, le fil rouge permanent pour l'achat, par nature, c'est le plan de triennal Ondam, avec ses exigences d'économie. Et là, au-delà des leviers habituels de massification sur lesquels on sait clairement qu'on arrive au bout, il faut de nouvelles méthodes, de nouveaux leviers d'action qu'il faut identifier. Un rappel rapide de ce qui est dans le décret, qui maintenant est validé depuis de nombreuses semaines. Alors, quelques éléments de décryptage. Le premier point, c'est que la fonction d'achat qui sera mutualisée, comme le dit la loi, au niveau d'établissement support, impliquera l'élaboration
de la politique, donc des considérations générales structurant globalement l'achat au niveau du GHT, mais également des sujets plus opérationnels, puisqu'elle portera également les stratégies d'achat au fil de l'eau, alors sur l'ensemble des domaines d'exploitation et d'investissement. Alors ça, on voit bien les impacts extrêmement lourds par rapport aux pratiques d'aujourd'hui, puisque en établissement aujourd'hui, on a on n'a pas les produits de santé, on n'a pas les travaux, l'informatique, le biomédical. Demain, on a vraiment un périmètre d'achat qui est complètement couvrant sur l'ensemble des sujets. Deuxième point important, la planification et la passion des marchés. Au-delà de ce terme extrêmement laconique, il faut entendre le fait qu'il y a l'ensemble des processus depuis l'amont, donc depuis le sourcing des fournisseurs, depuis la discussion des expressions de besoins avec les prescripteurs d'achat, jusqu'à la passation et notification des marchés. Donc on voit bien que l'ensemble du processus est traité. Un élément nouveau dans le domaine des achats, même si en gros il y a une dizaine d'établissements majeurs qui le traitent, même si dans d'autres univers c'est des choses qui deviennent courantes, dans le domaine hospitalier, donc on va mettre en place un contrôle de gestion achat. Alors on voit bien là tout de suite qu'il y a la volonté de formaliser les problématiques économiques, les sujets de modélisation, le sujet d'interaction régulière entre la fonction achat et la fonction financière et budgétaire. Donc là, il y a une montée en puissance des aspects méthode et ingénierie financière. Les approvisionnements, alors là également un élément nouveau, même si dans de nombreux établissements, et en particulier les petits, il y avait bien une émission assez forte entre l'achat et la pro. Là, on va voir une généralisation de ce sujet-là. Alors d'emblée, évidemment, je précise que les produits pharmaceutiques qui relèvent d'une réglementation particulière des PUI, des pharmacies à usage interne, donc des approvisionnements de produits pharmaceutiques, sont exclus. Par contre, on a bien l'ensemble des sujets en dehors de ces aspects-là. Alors, un vecteur important de la performance des achats, c'est le plan d'action achat. En clair, c'est la feuille de route achat. Donc, c'est un document, c'est un processus qui identifie les axes majeurs, les leviers majeurs à traiter régulièrement pour générer justement des économies, avec évidemment toujours une arrière-pensée en termes de qualité, parce que j'insiste bien sûr sur les aspects économiques, mais pour nous c'est le rapport qualité-prix, également la qualité qui est en ligne de mire. Ce plan d'action d'achat, c'est vraiment un sujet prioritaire. Au 1er janvier 2017, on devrait avoir ce premier plan, et on voit bien tout de suite que ça implique une collaboration étroite entre les différents établissements. Donc ça fait converger les praticiens, les acheteurs de l'achat de manière assez rapide. Donc, principe structurant, avant d'entrer dans le détail sur la fonction achat et les outils, finalement, qu'est-ce qui forge cette fonction achat de demain? Quand je dis demain, c'est dans quelques semaines. Il y a vraiment l'idée d'une centralisation de la politique d'achat, hein, ça c'est clair, mais surtout une harmonisation progressive des achats en termes de pratique, en termes de processus, en termes d'organisation. Et ce n'est pas simplement un mot, c'est réellement au profit du projet médical. Et là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait le décliner en deux volets. Le premier, c'est une harmonisation des références produits. Et le deuxième sujet, c'est vraiment se libérer du temps d'acheteur pour que ces discussions amont puissent avoir lieu. Et là-dessus, les processus d'organisation sont organisés. Les leviers de performance, évidemment, la mutualisation des marchés locaux au niveau du territoire, la mise en commun des expertises. On sait qu'aujourd'hui, évidemment, dans les grands établissements, on a des experts sur l'ensemble des sujets de l'achat, cellules marché, etc. Bon, ce n'est pas le cas dans les petits établissements. Demain, mécaniquement, l'organisation même de cette fonction achat commune permettra de disposer, de généraliser ce partage d'expertise rare. Donc, déploiement des meilleures pratiques. Encore une fois, l'effet mécanique de ce caractère mutualisé de la fonction achat fait que l'ensemble des établissements profiteront des meilleures pratiques. Et un dernier point, je l'ai déjà indiqué, c'est on sait très bien qu'il y a des synergies permanentes entre les achats et les approvisionnements, hein, puisque il n'est pas question de perdre les économies par une mise en œuvre qui sera approximative. Donc ces synergies, on va les capter, même si ça prendra un peu de temps à organiser. Donc il y a vraiment des sujets structurants majeurs. Alors, quelques mots sur un document qui a été produit
qui avait été demandé d'ailleurs par l'ensemble des régions des établissements. Disons que c'est un document qui décline les considérations générales qui sont mentionnées dans le décret, et qui précise toute une série de sujets. Un point immédiatement qui a fait débat et qui inquiétait beaucoup les établissements, c'est le caractère potentiellement rapide de la démarche. Alors je crois qu'il faut rassurer tout le monde en disant tout de suite que, évidemment, on se situe dans la durée. Les cultures entre établissements sont différentes. Les contrats se renouvellent progressivement. Donc on est dans le temps long, même s'il faut structurer le projet. Pour autant, on sait très bien que ces choses prendront du temps. Un élément important par contre, c'est qu'il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui soit en mouvement très rapidement, quasiment dès la signature de la convention constitutive, et qui soit en situation d'organiser en mode projet, validé, lisible par tous, validé au plus haut niveau du GHT, de manière à ce que la démarche, même si elle est longue, elle soit lisible, que les points clés soient repérés, les acteurs clés soient repérés, et que finalement on puisse susciter l'adhésion parce que la visibilité sera là. Plan d'action unique, j'y reviens pas, ça a été dit. Donc validé bien sûr au niveau de la gouvernance, donc visible par l'ensemble des établissements. Encore une fois, transparence. Gestion commune optimisée des approvisionnements. Mutualisation des expertises rares. Contrôle-gestion, je l'ai dit. Cellule marché, c'est un sujet sur lequel il y a eu des inquiétudes ici ou là, puisque beaucoup de petits établissements ne sont pas complètement structurés sur ce sujet. Là, on aura une démarche généralisée. Alors, un point sur lequel il semble important d'insister, c'est qu'il n'y a des processus communs que s'il y a également des méthodes communes et des outils communs. Donc, et là-dessus, il y a une nouveauté qui est extrêmement structurante. C'est l'idée d'avoir des outils, systèmes d'information achat spécifiques, et j'y reviendrai si besoin. Un autre point fondamental, c'est qu'on ne peut travailler sur des bases communes que s'il y a un référentiel commun au niveau de l'achat. Donc ce référentiel, on est en train de le construire en premier niveau. Il faudrait qu'il soit en place au 1er juillet 2017. Et on voit bien que cette convergence au niveau du référentiel implique une convergence des organisations, que les gens se mettent autour de la table, déjà cartographient les différences de pratique, de manière à cette convergence vers le 1er juillet, qui est vraiment une date clé majeure. Alors, convergence des contrats, évidemment. S'il y a mutualisation des achats, ça signifie qu'en finale, il y aura convergence des marchés. Ça devra démarrer relativement rapidement, même si on est dans le temps long, même si tout ça se terminera dans 4 ans, le 31 décembre 2020. Pour autant, sachant que les marchés ont des durées de l'ordre de 4 ans, donc il faut démarrer relativement rapidement pour qu'à cette échéance, on ait un format GHT. Donc des opportunités, je l'ai dit, partage aux sources rares, libérer du temps. Alors ça, c'est un élément fondamental, c'est que le métier de l'acheteur va changer. L'acheteur va se consacrer davantage à l'amont. En amont parce que ça implique discuter avec les fournisseurs, faire du sourcing. Ça implique de passer du temps à optimiser les stratégies d'achat génératrices de gains. Ça implique d'aller plus loin dans le dialogue acheteur-prescripteur. Et là, on rejoint l'idée d'être au service du projet médical. Donc il y a ce lien qui ira croissant. Et puis en aval, ça se fait encore peu dans les hôpitaux. Le suivi des marchés, l'évaluation des fournisseurs, et puis généraliser le retour d'expérience. Et on voit bien qu'à travers ça, on sera dans une démarche de progrès permanent. Donc des outils performants, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un sujet qui est assez récurrent, qui est revenu au cours des échanges qu'on a pu mener, c'est le réseau des acheteurs. Il y a ici ou là des réseaux limités. On a vraiment encore très récemment des demandes fortes d'avoir un réseau de juristes, un réseau de directeurs des achats, un réseau de groupements. Là-dessus, je pense que c'est un bon vecteur pour partager les pratiques. On va accompagner ces sujets-là dès le deuxième semestre. Un point évident, mais je le rappelle, c'est la taille critique. Clairement, le mode multi-établissement fait qu'on aura cette taille critique, non seulement pour travailler en interne, mais également pour modifier le rapport de force avec les fournisseurs et avoir une écoute beaucoup plus attentive. Le caractère stratégique de la fonction achat, je pense que maintenant il est clairement reconnu. Donc le directeur des achats sera rattaché à l'établissement support, au directeur d'établissement support. Par contre, il faut clairement que l'information soit structurée au niveau stratégique, justement, auprès de la gouvernance GHT, auprès des directeurs d'établissement. Et ça, on va s'y atteler.
Bon, les forces, la communauté, comme je l'ai dit en introduction, elle produit des effets tangibles. Donc il y a toujours une forte mobilisation. Les acteurs sont dans le mouvement régulièrement. Ils sont dans les réseaux. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement fort. On peut observer également une très forte montée en maturité. Il y a de plus en plus de gens très hautement formés. Ça, c'est important. Pour autant, il y a quand même des points sur lesquels on doit avoir une vigilance permanente. Évidemment, le fait de rendre visibles nos actions. Comme je vous l'ai dit, il y aura une organisation mode projet, une feuille de route visible au niveau des gouvernances, au niveau des établissements. Ça, c'est déterminant. Une implication de tous les acteurs, pas seulement l'établissement support, l'établissement membre. Il faut aller chercher les experts là où ils sont, c'est important. D'une manière générale, on a dans l'ADN du programme phare d'être en appui, en accompagnement des établissements. On va évidemment continuer à l'être très régulièrement. Il y a des actions de formation lourdes qui sont imaginées, il y a des guides qui sont prévus, il y a des prestations en appui qui sont prévues. Donc là-dessus, il y a des attentes fortes, on va y répondre régulièrement. Alors, quels axes d'évolution pour la fonction achat hospitalière? Il y a déjà des choses évidentes. Dès lors qu'on travaille en multi-établissement, on voit bien qu'il y a un besoin impératif de coordination dans l'instruction des affaires. Qui dit coordination dit partage d'informations, donc des outils associés. Ça, c'est un besoin évident. L'harmonisation des pratiques, évidemment, parce que les référentiels varient énormément suivant qu'on est un petit établissement, un gros, même entre CHU, il y a des énormes différences. Là, donc convergence des processus et des méthodes, c'est absolument indispensable. Il y a un besoin de pilotage. Il y a beaucoup d'actions. Il y a une feuille de route qui existera. Il faut vérifier régulièrement qu'elle est mise en œuvre correctement et qu'on soit totalement transparent sur ce qui va se passer et qu'on donne une visibilité stratégique non seulement à la gouvernance, mais à l'ensemble des acteurs, que ce soit les ARS, les prescripteurs, les établissements membres. Là-dessus, il y a des méthodes à mettre en place, on est en train de le faire, et des outils de pilotage. Et un dernier point, c'est que jusqu'à présent, on a géré en gros les plans d'action achat en mode coup de poing. Il y avait sur quelques mois des plans d'action et d'achat élaborés. Je pense que l'idée, c'est quand même de manière fluide et régulière qu'il y ait ce dialogue de gestion entre différents acteurs, que ce dialogue avec les directions des directions financières et que ça se passe régulièrement, qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, en permanence, on est dans une logique de repérage des leviers de performance. Donc, il faut passer d'un mode projet à un mode processus régulier. Les outils, donc quelques mots, on répondra aux questions si besoin. Il y a un sujet qui est d'aller vers le zéro papier progressivement. Hein. On a évidemment des exigences réglementaires qui existent en matière de la passation de la commande, en matière de facturation. Pour autant, on a au niveau de l'achat beaucoup de documents papier, hors circuit, donc on ira plus loin dans la démat. Au niveau de l'élaboration du plan d'action achat aujourd'hui, on est dans des outils peu industrialisés, peu durcis, peu fiabilisés. Donc on va aller vers des sujets numériques généralisés. Le reporting, c'est déterminant. La fonction achat n'est pas encore assez visible au niveau des directions d'établissement. Il faut qu'il y ait des états qui remontent de manière à partager les enjeux, permettre les validations pertinentes, mais également des outils de pilotage, donc une logique d'indicateurs pilotés. Alors la planification, ça semble évident déjà aujourd'hui, mais demain, plus que jamais, il faudra absolument qu'on coordonne le renouvellement, la gestion des échéances contractuelles. Hein. Quand on a un GHT à 4, 6, voire au-delà 10 établissements, il faut absolument rapprocher les échéances marché de manière à ce qu'on prépare un renouvellement et d'avoir en finale un marché unique. Ensuite, la gestion électronique de documents. Bon, c'est des sujets qui semblent évidents. Hein. On a besoin régulièrement, nous, côté acheteurs, mais également les prescripteurs, d'avoir accès au marché de manière totalement simple, fluide et évidemment en configuration multi-établissement GHT, ça semble plus que jamais impératif. Donc il y a cet outil qui est absolument indispensable à mettre en place. Ensuite, il y a un sujet qui est un peu particulier, c'est que
il faut qu'on soit absolument dans une logique de travail collaboratif entre les établissements support, établissements membres. Et pour ça, il faut des outils. Parce qu'on va travailler à distance. On va partager. On pourra parfaitement imaginer, par exemple, qu'un contrat de restauration soit traité en partie par un établissement membre X, un deuxième établissement Y, une partie de l'établissement membre. Donc le travail sera partagé. Et donc il y a des outils qui permettent ce mode de fonctionnement de type workflow, flux de poussée d'informations. Ça existe déjà. Il y a des expériences en France qui existent, qui marchent bien. Donc l'idée, c'est de généraliser ça pour qu'on aille chercher des expertises dans les établissements membres, et il y en a beaucoup. Alors la feuille de route, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, elle est vraiment centrée sur un appui. Alors un appui dans le cadrage réglementaire, maintenant c'est derrière nous. Il y a l'idée de l'outillage. Il y a vraiment, on va élaborer, enfin on est en train de le faire, on sera terminé pour la fin du mois de juin, un référentiel d'achat, disons une première version qui aura le mérite d'exister, qui aura été élaborée en mode collaboratif avec des représentants, près de 400 représentants de l'ensemble de la communauté des achats hospitaliers. Donc un référentiel achat, c'est quand même une base solide pour travailler. Un référentiel groupement. Les groupements régionaux d'achat, c'est un sujet majeur. Donc on va également les aider là-dessus. Et ensuite, les plans d'action achat, on a commencé à mettre au point le process. Actuellement, au premier semestre, il y a 6 PA qui sont en cours. On en accompagnera également 10 au deuxième semestre. Et ça ira croissant l'année prochaine. Les réseaux, j'en ai parlé. Donc, mettre en commun les pratiques, mettre en place des outils. Un plan de formation. On est en train de travailler depuis maintenant près de 6 mois avec le HESP sur un plan de formation. On va former 1200 acteurs d'ici mi-2017. Hein, tous les responsables d'achat seront formés aux spécificités de l'achat en GHT. Voilà. Et ensuite, les groupements régionaux, c'est un vecteur de performance majeur. Et là, aujourd'hui, il y a plus de 150 de groupements territoriaux. On va les accompagner de manière à ce qu'ils montent en puissance, qu'ils aient la taille critique, qu'ils montent en performance. Et de même que côté opérateurs nationaux, il y a un positionnement qui a évolué, donc on va les accompagner. Voilà en gros la feuille de route telle qu'on l'imagine. Mais évidemment, elle repose sur l'implication, sur l'adhésion permanente des établissements et des régions. Hein. On est là en appui, en accompagnement, en animateur de réseau, mais les acteurs de région sont fondamentaux. Et du coup, je me tourne immédiatement vers mes collègues pour leur poser une question justement en termes d'implication régionale. On voit bien que c'est des chantiers qui sont importants. Comment en région, finalement, Monsieur Perrier, voyez-vous donc les axes forts de montée en puissance de GHT, les opportunités, les points de vigilance aussi, qui seraient spécifiques à un établissement de grande taille. Comment vous ressentez, vous voyez ces chantiers et comment vous les abordez? Bonjour à tous. Alors pour répondre à votre question, au CHU de Nantes, alors il faut savoir que notre GHT, c'est 13 établissements, dont le CHU de Nantes, dont le CH de Saint-Nazaire et dont 2 établissements de spécialité, hein, des établissements de psychiatrie. En matière on va dire de volume, c'est vrai que la notion de GHT se fait dans une continuité par rapport à ce qui existait avant la coopération hospitalière de territoire, les CHT. Donc disons, dans cette démarche-là, eh bien, on s'est inscrit dans la continuité d'une démarche existante avec un volet supplémentaire, puisque décret et accompagnement de la DGOS et des ARS sur cette thématique. Alors évidemment, il faut que l'enjeu soit partagé par tous. Ça, c'est déjà le premier constat. Et effectivement, c'est quelque chose, c'est-à-dire le soutien des directeurs des différents établissements, est quand même une aide, je dirais, non négligeable dans le succès et dans cette démarche. Donc c'est vrai que ça a été un partage d'enjeux avec notre directeur général pour aller vers des objectifs communs. Je ne vais pas rentrer dans les détails des objectifs fixés dans cette démarche, mais efficience, synergie, partage de bonnes pratiques, etc. Donc nous avons eu la chance non seulement d'avoir une réflexion qui s'est posée bien en amont, c'est-à-dire il y a environ 1 an,
du décret et de l'accompagnement des GOS. Et on a eu une approche, on va dire, participative, collaborative, dans laquelle notre CHU s'est présenté comme animateur de la démarche. Je n'ai pas dit unique décisionnaire, j'ai bien dit animateur de la démarche pour faire le premier pas vers les différents établissements, les 12 autres établissements du territoire. Donc ça, je dirais que c'est comme ça que nous l'avons pris, et en allant connaître. Donc nous avons mis en place... Alors, le volet achat a été placé dans notre GHT comme prioritaire au vu de la maturité achat de notre établissement. Et donc, on s'est porté volontaire également en interne pour accompagner cette démarche et emmener les autres volets du GHT, c'est-à-dire l'information, alors évidemment en premier lieu le projet médical, le DIM, les RH, etc., etc. Et donc, on s'est inscrit dans une démarche de pilote au niveau de notre établissement. Donc, rencontre des différents établissements, partage de connaissances, partage de pratiques, analyse de comment chacun en achète sur les différents domaines d'achat identifiés par la DGOS, produits de santé, biomédical, laboratoire, informatique, travaux, etc., etc. Et au fil de l'eau, on a identifié des pistes. Voilà. Et puis après, dans cette démarche-là, on s'est positionné comme candidat dans l'accompagnement des GOS pour justement bénéficier de cet accompagnement des GOS pour construire notre plan d'action achat territorial. Et donc dans cette démarche-là, alors je pense que ça reviendra à une deuxième question peut-être, parce que je vais peut-être laisser aussi la parole à mon collègue Vincent pour qu'il donne également son point de vue sur cet accompagnement. Et je parlerai peut-être dans un second temps donc de cet accompagnement plan d'action achat territorial. Effectivement, donc il est intéressant, M. Vincent Heurault, d'avoir également le point de vue d'un établissement donc près d'Agen, le CHG à Candélie, puis également le point de vue du responsable de groupement régional, qui donc on a des problématiques un peu différentes. Et donc quels sont les axes du coup particuliers du fait de cette taille et de l'environnement particulier en plus de la région Aquitaine qui est la plus grande région. Le contexte est également spécifique. Comment vous voyez cette dynamique et les points de vigilance particuliers que vous pourriez y avoir? Bonjour à tous. Je vais répondre complètement aux questions que tu viens de poser, en fait, aux problématiques. On a d'un côté quelqu'un qui est dans la mise en place de sa GHT avec ses 13 établissements. Et moi, je vais être plutôt dans la prestation de services, dans le groupement d'achat régional. Moi, je m'occupe des produits de santé uniquement. Donc, c'est un segment bien à part, qu'on aime bien garder à part, de par notre spécificité pharmaceutique et de la spécificité des produits et des réglementations. Donc, pour moi, la mise en place des GHT, c'est vraiment pas un souci. Au contraire, c'est clairement une opportunité, puisque je vais passer de 55 adhérents à 6 GHT. Donc ça me plaît bien d'avoir moins d'interlocuteurs qui ont tous potentiellement des idées toujours très intéressantes, mais un petit peu dispersées. On a un avantage dans le domaine des produits de santé par rapport aux autres segments d'achat, c'est qu'on profite d'une expertise et d'une expérience d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. En Aquitaine, l'ancienne Aquitaine, je ne parle pas de la nouvelle, on n'a pas encore le nom, Monsieur Roineau, donc on ne sait pas encore si ce sera Aquitaine tout court ou autre. Dans la région Aquitaine ancienne, on a un groupement produits de santé qui existe depuis une trentaine d'années. Donc vous parliez de proximité, de connaissance des acteurs, de besoin de nomenclature, de besoin de partage. On l'a déjà. On l'a déjà dans ma région et on l'a déjà au niveau pharmaceutique, au niveau du médicament. J'avais noté le nombre de nomenclatures dont on pouvait disposer, des nomenclatures nationales, internationales. Alors, j'ai pas de diapo par contre, maintenant. Beaucoup de nomenclatures, des comptes budgétaires, puisque c'est important aussi après de transmettre des indicateurs propres, j'allais dire. Les comptes budgétaires, chez nous, c'est relativement standardisé. L'habitude qu'on a au sein des Comédims, au sein des établissements, au sein des collègues entre établissements, on a une habitude de partage, d'échange, de dépannage, d'aide. Donc vraiment, pour nous, ça va pas être un souci. Il y a juste, moi je vois pas trop la création des GHT comme un souci, mais je vois plutôt la fusion des régions sur cette grande Aquitaine. On va passer de 55 établissements avec PUI à potentiellement 123, donc plus du double. Ça va nous poser problème.
avec des équipes qui ne se connaissent pas, des régions qui étaient vraiment très indépendantes. C'est ça qui va être compliqué, c'est ça qui va être long. Donc moi, s'il y a un mot que je souhaite faire passer, c'est pas d'urgence. Pas d'urgence à se précipiter sur un opérateur qui vient faire du commercial dans vos établissements. Pas d'urgence à fusionner de façon très forte les groupements. On a des marchés pour les produits de santé qui sont en route jusqu'à 2017, 2018, 2019 dans certains cas. Donc on aura tout le temps de se rencontrer. Nous, on l'a déjà fait sur les 3 groupements des trois régions qui viennent de fusionner. On a mis en place des actions, ça commence tout doucement parce qu'il faut se connaître. Et puis on a surtout la crainte de l'emploi, évidemment, puisque GHT, pour certains, c'est fusion d'établissements. Si c'est fusion, c'est disparition d'emploi. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de gains à faire sur autre chose, et vous l'avez précisé, autre chose que la simple procédure d'achat. On est maintenant sur des plans de progrès, sur des prestations associées, sur la logistique, et surtout sur le référencement et l'évaluation des médicaments. Et c'est là où il y a un gros chantier au niveau pharmaceutique en lien avec les prescripteurs d'achat, qui sont les prescripteurs tout court. C'est l'évaluation du produit et la déprolifération des références qui va nous permettre là clairement de limiter le nombre de produits et donc d'avoir évidemment des gains de massification. Je vous rends le micro, Monsieur Rano. Vous vouliez apporter une petite précision rapide sur les plans d'action achat? Oui, sur le plan d'action achat territorial. Alors effectivement, GHT 44, nous avons eu la chance d'être retenus comme pilote pour la construction de ce plan d'action achat territorial, donc qui sera effectif pour 2017. On construit aujourd'hui, avant l'été, dans une démarche assez serrée. Donc là, on disait pas forcément d'urgence, mais on est quand même inscrit dans cette démarche de quelques mois dans lesquels, eh bien, nous avons mis en place une quinzaine de réunions sur chacune des thématiques. Donc ça dépasse vraiment le cadre du produit de santé qui inclut bien évidemment les médicaments, les dispositifs médicaux, etc. mais qui dépasse ce cadre-là. Et on voit tout de suite, alors effectivement, là on peut voir les différentes difficultés qui peuvent apparaître, même si derrière, comme je le disais en préambule, on est dans une synergie, dans une dynamique dans laquelle on est dans du partage et dans de la découverte d'efficience et de création de valeur.